Bienvenue dans cette salle de classe virtuelle. Aujourd'hui nous allons parler d'éducation. À mon époque, il était interdit à un élève comme moi, qui avait fait une terminale G3 technique commerciale, de s'inscrire à l'unique université de l'époque, l'université de Yaoundé, encore moins à l'ESSEC de Douala. Il ne nous restait plus que de quitter le pays pour aller étudier à l'étranger. Et moi à l'époque, je ne voulais pas aller étudier dans un pays qui avait colonisé mon pays, le Cameroun, pour ne pas m'y sentir ou d'être vu par les indigènes français, comme un colonisé. Mais aujourd'hui, même ici à Bafang, une ville du Cameroun, il y a plusieurs écoles supérieures partout. Un enfant n'a donc plus besoin de quitter la ville pour aller ailleurs continuer ses études après le bac. Je me suis intéressé aux coûts de formation pour mes propres collaborateurs qui y vont souvent en cours du soir. Et grâce à la subvention de l'État aux écoles privées, c'est presque gratuit. À mes yeux, c'est donc incompréhensible qu'un enfant laisse cette école supérieure de proximité, presque gratuite, parce que subventionnée par l'État, pour aller se surendetter ailleurs, là où l'État ne permet aucune gratuité des études, pire, pour apprendre cher, exactement les mêmes enseignements qu'ici à Bafang. Ce que je conseille, c'est de rester au pays, obtenir son master et de postuler ensuite, pour les études doctorales à l'étranger. En dessous du doctorat, sortir du pays pour aller étudier à l'étranger aujourd'hui, pour les pauvres, me semble une aberration, vu les coûts des études dans certains pays, surtout anglo-saxons. En tout cas, si vous avez les moyens, personne ne vous interdit de postuler pour les meilleures universités du monde, comme Harvard. Ce qui n'est pas normal, c'est si vous le faites alors que vous n'en avez pas les moyens. Et que vous devez vous endetter à vie pour aller à l'université chez les autres alors que vous auriez pu apprendre les mêmes choses depuis votre village et même presque gratuitement. Jean-Paul Pougala. Bafang le 17 juillet 2020. Écoutez attentivement ceci. 1. Le Monde diplomatique, septembre 2012, pages 4 et 5. Travail de sape idéologique contre la gratuité, la dette étudiante, une bombe à retardement par Christopher Newfield. Dans l'interminable feuilleton de la crise du capitalisme américain, la dette étudiante succédera-t-elle au subprime? Estimée à plus de 1000 milliards de dollars, elle a doublé au cours des 12 dernières années, au point de dépasser désormais le volume des achats par carte de crédit. En 2008, les créances moyennes des nouveaux diplômés s'élevaient à 23 200 dollars, à peine moins s'ils sortaient d'une université publique, 20 200 dollars. Dans un contexte économique difficile, marqué par un taux de chômage élevé, un nombre croissant d'entre eux se trouvent dans l'incapacité de rembourser leurs prêts. Le taux de défaut de paiement des étudiants, qui ne peuvent pas recourir à une procédure de faillite individuelle, est passé de 5 à 10% entre 2008 et 2011. L'accroissement spectaculaire de leur dette relève d'une combinaison de plusieurs facteurs. Le premier tient à l'histoire de l'enseignement supérieur aux États-Unis. Héritier des collèges religieux et des universités de recherche fondées au XIXe siècle par de riches mécènes, à l'instar de Cornell, de Johns Hopkins, des universités de Chicago ou Stanford, les grands établissements privés comptent, depuis leur fondation, parmi les plus chers du monde. Une année d'études à Harvard coûte en moyenne 36 000 dollars, 52 650 dollars si l'on inclut les frais de subsistance. Or ce sont eux qui définissent le prix du marché. La concurrence généralisée entre facultés pour attirer le maximum d'étudiants les incite à multiplier les dépenses afin de proposer des prestations comparables à celles d'une institution comme Harvard. Les subventions de l'État ne suffisant pas, les directions reportent une part des coûts sur les droits d'inscription, toujours plus élevés. Même les universités publiques ne font plus exception, initialement créées pour offrir une solution de rechange quasi gratuite au réseau privé, elles peuvent désormais facturer jusqu'à 13 000 dollars par an et par élève. L'idéal des origines s'est évaporé, et, pour les étudiants, la facture ne cesse de s'alourdir. Le Monde diplomatique, septembre 2012, pages 4 et 5. 2. Le Monde diplomatique, septembre 2007, pages 6 et 7. Derrière l'autonomie des universités passées et passives de l'enseignement supérieur américain. L'Eldorado universitaire américain n'a cessé de fasciner les élites mondiales, aveuglées par les établissements richement dotés, les campus rutilants et les bibliothèques gorgées d'ouvrages. Même si pendant les décennies de l'après-guerre une certaine démocratisation de l'enseignement supérieur est intervenue,
le système universitaire s'est toujours accommodé de centaines d'institutions démunies et peu courues, sauf par les étudiants pauvres écartés des facultés d'élite. Est-ce ce modèle, substituant parfois la diversité à l'égalité, qui tente l'Europe, et en particulier la France depuis l'élection à l'Élysée de M. Nicolas Sarkozy, par Christopher Newfield. Durant la majeure partie de son histoire, le système universitaire des États-Unis a répondu à la mission de progrès économique et social qui relevait en Europe de l'État-providence. Ce rôle d'intégration sociale est peu à peu délaissé. L'université tient chaque jour davantage du bassin de main-d'œuvre et du prestataire de services aux entreprises. Or, qu'il s'agisse du concours d'excellence en Allemagne ou des réformes en France, les critères retenus pour construire un espace universitaire européen, lire, faut-il coter les facultés européennes, s'inspirent plutôt des défauts du système américain que de ses qualités. Aux États-Unis, dans un foisonnement sans réelle structure ou administration de tutelle, le seul critère qui vaille est une redoutable classification des bonnes et mauvaises universités. Chaque région en compte ainsi quelques bonnes, une réputation qui doit souvent moins à la qualité des programmes qu'à l'assise historique de l'établissement, à son niveau de sélection, à ses ressources et à la notoriété de ses enseignants. La valeur d'un collège, lire, un système très disparate, est largement fonction des difficultés rencontrées pour y entrer. Harvard, Massachusetts, et Stanford, Californie, par exemple, n'acceptent qu'un candidat sur 10. De tels chiffres, qui attisent la convoitise et impressionnent par l'image d'excellence qu'ils véhiculent, font monter la cote d'un établissement. Une véritable industrie s'est ainsi développée en marge de l'université afin d'aider les futurs étudiants à préparer l'entretien d'entrée dans l'établissement de leur choix, à rendre plus affriolant leur curriculum vitae. Environ 20% des étudiants admis dans de grandes universités ont eu recours au service d'un coach personnel, lequel peut coûter jusqu'à $30 000, 22 300 €. En réalité, seules 35 universités acceptent moins d'un étudiant sur 4, les 100 premières en retiennent 1 sur 2, la majorité est ouverte à tous. Le Monde diplomatique, septembre 2007, page 6 et 7-3. Dossier. La recherche est un bien commun s'endetter pour étudier. À propos de Caitlin Zaloom, Indebted. How Families Make College Work at Any Cost, Princeton par Aurélien Casta, le 12 février 2020. L'explosion du coût des études supérieures aux États-Unis contraint les étudiants à souscrire de lourds prêts et à s'orienter vers des emplois sans rapport avec leurs aspirations initiales. Ces prêts précarisent également les parents et fragilisent la cohésion intergénérationnelle. Caitlin Zaloom est une anthropologue des faits économiques, professeure associée à l'Université de New York. Indebted, son dernier livre, prend pour objet le financement des études supérieures aux États-Unis et l'endettement qu'il génère dans les classes moyennes. Alors que l'endettement étudiant est de plus en plus défendu par exemple en France, le livre et le cas des États-Unis met au jour les conséquences imprévues et parfois catastrophiques d'une telle politique. Aux États-Unis, les frais d'inscription annuels demandés par les établissements ont été en dollars constants multipliés par 3 dans le public entre 1987 et 2017, page 13. Par exemple 18 693 €, 21 000 $ de frais annuels pour l'inscription, le logement et la pension dans l'université publique du Michigan, page 86. La hausse dans le privé est plus spectaculaire encore, page 13, alors que planent de gros doutes sur la qualité des formations proposées dans ces établissements, notamment lorsqu'ils sont à but lucratif. Pour faire face à cette inflation, les prêts garantis et distribués par l'État ont été augmentés. Malgré le risque d'une crise similaire à celle des subprimes en 2008, le volume des prêts a cru sans que soit empêchée la titrisation de ces prêts par les banques et par l'État. Enfin, depuis les années 1980, plusieurs enquêtes indiquent que l'endettement étudiant aurait interrompu l'amélioration, entamée à la fin des années 1960, des conditions d'accès aux études des groupes sociaux les plus défavorisés, classes populaires, populations afro-américaines. Les conséquences de ces évolutions se font aussi sentir au quotidien dans les classes moyennes si l'on suit ces Zaloom, dont l'ambition est de dévoiler The Ways That Financial Economy Has Shaped the Inner Dynamics of American Middle Class Family Life, par quel procédé l'économie financiarisée façonne le fonctionnement interne des familles de la classe moyenne américaine, page 3.
Par classe moyenne, elle entend des ménages qui ne sont pas assez riches, plus de 44 502 €, 50 000 $, de revenus par an. Page 4 et page 200 pour toucher les bourses destinées aux personnes les plus défavorisées, mais qui ne gagnent pas assez pour payer cash les frais d'inscription demandés. Page 4 et 202. La construction sociale des obligations éducatives des parents. La principale originalité du travail de C. Zaloom tient à ses choix méthodologiques. En effet, en s'inspirant entre autres des travaux de la sociologue Michèle Lamont et Understanding Moral Orientation, pour comprendre quelles les orientations morales conduisaient les personnes à accepter de payer autant pour leurs études. Page 212, l'auteur a eu recours à 160 entretiens avec des étudiants, des étudiantes et des parents eux-mêmes en général diplômés de l'enseignement supérieur. Elle a pris soin de sélectionner des ménages et des jeunes aux profils variés. Plus classiquement, la communication et les instruments d'action publique de ce que c'est. Zaloom appelle le Student Finance Complex, ont été par ailleurs soigneusement étudiés. Par Student Finance Complex, l'auteur entend un ensemble de groupes encourageant et organisant l'endettement à l'occasion des études. Page 15, le département fédéral en charge de l'éducation qui distribue les prêts étudiants les plus courants, remboursables sur 10 ans selon des traites fixes à un taux d'intérêt de 4,5%, les banques commerciales de longue date impliquées dans la distribution et la revente de ces prêts, les responsables financiers des établissements, et les sociétés privées de placement incitant très tôt les parents à ouvrir des comptes épargne défiscalisés et dédiés au paiement des études. Le livre traite d'ailleurs dans un premier temps de ces sociétés. Les comptes épargne qu'elles proposent peuvent par exemple permettre aux parents d'un enfant né en 2000 d'arriver à une épargne de 8 902 €, 10 000 $, au moment de l'arrivée à l'université par une contribution de 45 €, 50 $ par mois. Page 33. Leur publicité, soigneusement présentée par l'auteur, touche très tôt les parents de la classe moyenne. Par ce biais, les sociétés de placement deviennent promoted of planning which have promulgated a narrative that foresight and responsibility can secure the future, les promoteurs du récit selon lequel la prévoyance et la responsabilité peuvent sécuriser le futur. Page 66. La réceptivité des classes moyennes à ce récit repose d'une part sur l'amour que les parents ont pour leurs enfants. Page 34, et d'autre part sur la propre dette étudiante des parents souvent marquée par les problèmes qu'elle leur a posés à la sortie de leur formation. Page 36. En découle une foi inébranlable dans les responsabilités inhérentes aux parents en matière éducative à l'instar de Patricia convaincue malgré les événements extérieurs, échec scolaire de l'enfant, licenciement, départ du conjoint, etc. Que c'est sa responsabilité de part de consolider par l'enseignement supérieur des enfants l'appartenance de la famille à la classe moyenne. Page 44. L'auteur met d'ailleurs en évidence à quel point les formulaires de demande de prêts fédéraux, par exemple en présentant la demande comme volontaire, consolident ces dynamiques de responsabilisation familiale et entretiennent le silence qui règne au sein des classes moyennes lorsqu'il s'agit d'évoquer, y compris avec les enfants, le sujet du financement des études et les difficultés que les parents rencontrent. Les 3 derniers chapitres de développement reviennent plus en détail sur ces difficultés. Une fragilisation des valeurs de la classe moyenne. C. Zaloom revient ensuite sur la façon dont l'endettement étudiant fragilise les valeurs de la classe moyenne en revenant notamment sur la contribution financière attendue de la part des parents, l'Expected Family Contribution EFC. Comme au Royaume-Uni ou dans les pays scandinaves. G. Van de Velde, 2008, les classes moyennes encouragent l'indépendance économique des jeunes. Mais contrairement à ce qui se passe dans ces pays, le système de prêt des États-Unis n'a pas institué cette norme puisque le montant des prêts varie selon le niveau de richesse des parents. Les données rentrées par les parents dans le formulaire en ligne sont utilisées pour calculer, d'une part le montant de ces prêts, et d'autre part le FC, calculé selon des algorithmes en général mal maîtrisés par les ménages. Page 98. Surtout, le FC remet les parents au centre du financement des études et contredit une partie des valeurs éducatives de la classe moyenne. Du reste, les étudiants et étudiantes rencontrés par C. Zaloom acceptent sans se poser de questions la responsabilité financière des parents jusqu'à ne pas réaliser les remboursements considérables que l'on attend d'eux, et d'eux seuls, 6 mois après le diplôme. Page 119. Les personnes en formation finissent par s'apercevoir que les modalités très rapides de remboursement des prêts ont tendance à les pousser à s'orienter vers des emplois bien rémunérés,
mais sans rapport avec leurs aspirations initiales page 172. À cela s'ajoute le rôle ambigu des parents qui, après les avoir soutenus, finissent par pousser leurs enfants à trahir ces aspirations en leur rappelant régulièrement le poids que représente une dette étudiante à l'entrée dans la vie active page 188. Un renouvellement des discriminations raciales. Enfin, C. Zaloom aborde les difficultés supplémentaires auxquelles se heurtent les classes moyennes afro-américaines. Il revient sur l'impasse que constituent pour elles les prêts supplémentaires proposés depuis 1994 à des taux d'intérêt plus élevés, 7% par l'État fédéral par le biais du programme PLU page 146. Contrairement aux autres prêts, ces prêts ne sont pas souscrits par les enfants en études, mais par les parents. Depuis sa création, ce programme a été particulièrement sollicité par les Afro-Américains en raison des algorithmes de calcul de l'EFC qui leur sont défavorables et en raison du type d'emploi que ce groupe social occupe moins bien rémunéré et dans le public notamment dans le soin et l'éducation, p. 139 à 140. Alors que Plus est apparu comme une bouée de secours pour les Afro-Américains, l'accès à Plus a été réduit en 2011 pour des raisons financières. Sur cette situation récente, dans un contexte où les étudiants afro-américains s'endettent déjà 70% de plus que les étudiants blancs white students page 126c. Zaloom nous offre un portrait extrêmement précis et détaillé de Ramona et Stanley, un couple de parents afro-américains. On constate à cette occasion les conséquences dramatiques de cette nouvelle politique pour ces ménages, la force et la réussite passée de leurs aspirations et mobilisations éducatives page 141 à 145, et les solidarités de quartier et de communauté qui peuvent leur permettre encore aujourd'hui de faire entrer leurs enfants dans les établissements que ces derniers ont choisis. Page 148 à 150. Un travail pionnier sur l'endettement étudiant. On peut donc dire qu'Indebted est un ouvrage absolument passionnant pour les spécialistes de l'enseignement supérieur et de la condition juvénile et ajouter qu'il semble investiguer de façon heuristique d'autres terrains de recherche, finances familiales et valeurs de la classe moyenne. L'ampleur de l'enquête réalisée par C. Zaloom, sa rigueur méthodologique et sa très fine connaissance de l'enseignement supérieur et de l'économie des États-Unis lui permettent de mettre au jour les ressorts moraux et familiaux qui soutiennent l'endettement étudiant dans ce pays et de montrer à quel point ce phénomène y structure la vie et le calendrier des classes moyennes. Sur la forme, on peut regretter que l'ordre d'exposition des faits et le choix des titres de chapitres rendent le livre difficile à suivre pour des non-spécialistes peu familiers des réalités éducatives de ce pays. Sur le fond, on peut notamment regretter que C. Zaloom ait fait le choix de ne pas se confronter au débat théorique sur les classes moyennes. La seule raison avancée est méthodologique puisqu'elle a privilégié une définition qu'elle présente comme très opérationnelle, immediately applicable page 202, eu égard à son objet d'étude. Elle a donc choisi de ne pas discuter, et manifestement d'accepter telle qu'elle, la thèse de la précarisation des classes moyennes sous le régime de la financiarisation de l'économie, page 216, et de ne pas revenir sur un éclatement potentiellement très inégalitaire de ces classes par exemple très discuté en France. Ces remarques n'enlèvent rien à la qualité de la réflexion de C. Zaloom dont le travail pionnier d'investigation ethnographique du bouleversement des cycles de vie que peut provoquer l'endettement étudiant fera sans doute référence à l'avenir si ce phénomène continue de se développer. By Caitlin Zaloom, Indebted. How Families Make College Work at Any Cost, Princeton University Press. 2019. De Jean-Paul Pougala. Si vous avez aimé la vidéo, alors cliquez sur j'aime, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour être informé de nos différents cours virtuels. Ciao et à bientôt.